auditeurs de Radio M. Nouveau numéro de l'émission Docteur M. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, nous sommes le jeudi 15 septembre 2022. Nous entamons aujourd'hui la 10e saison du Café Presse Politique. Amira Bouraoui, bonjour. Bonjour, merci pour Ali l'invitation. Boukhlef, bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci d'être pour ce lancement de la 10e édition. Un peu compliqué quand même, il faut l'avouer, parce que le présentateur iconique du Café Presse Politique, c'est pas le seul, là, il y en a un deuxième, c'est évidemment Sohaila Ben Ali, mais Sohaila nous rejoindra sur d'autres formats durant l'année, nous le souhaitons, nous l'espérons. Le présentateur iconique de ces dernières années, Khaled Rani, est obligé de prendre de la distance. Il a une obligation de réserve parce qu'il sera le directeur régional de RSF, de Reporters sans frontières. Il doit d'ailleurs rejoindre son poste à Tunis à ce titre et ne peut plus présenter le Café Presse Politique. Nous sommes à la recherche d'un nouveau représentateur. Si vous avez des idées, nous sommes preneurs. Nous n'avons pas fait d'annonce publique, mais nous voulons évidemment inscrire dans la durée et dans l'esprit le Café Presse Politique. C'est un peu aussi l'exigence du public. Moi-même, je fais des piges dans le Café Presse Politique quand le présentateur attitré n'est pas là. Il y a eu notamment pendant une saison Day Khadridi qui nous a fait l'amitié d'assurer une transition, d'ailleurs entre Sohaila Ben Ali et Khaled Rani. J'assure des piges, mais je souhaite me consacrer, et c'est d'ailleurs la demande du public, plus à l'animation des formats économiques. Et donc j'espère que peut-être dès la semaine prochaine, il y aura quelqu'un ou quelqu'une d'autre à ma place pour présenter le Café Presse Politique. Donc je disais dans la difficulté, pour démarrer, bon, ça c'est un peu Shikayat Tana, Radio M. Vous, ça s'est plutôt bien passé le mois d'août, l'été? Ça va? Oui, ça va. On a plutôt un été chaud. Et puis, dans la continuité un petit peu des incendies aussi. Et donc, voilà, un petit peu bis repetita de l'été d'avant, malheureusement pour certains. Bis repetita, peut-être, mais avec moins de dégâts. C'est quand même. À titre personnel, je n'ai rien de particulier, mais rien de méchant, je veux dire, mais sur le plan de... J'ai participé à l'avant-dernière avec Dr Bouraoui aussi sur l'avant-dernière. On se projetait sur l'été. Personnellement, j'étais un peu optimiste en disant que cet été sera probablement moins meurtrier, du moins sur le plan des incendies ou des arrestations, mais finalement, on a vécu quand même un mois d'août où il y a eu beaucoup de morts. On a répété les mêmes conneries, les mêmes erreurs que l'année passée. Il y a eu quelques libérations, mais il y a eu aussi des arrestations. Il y a eu un cran dans la répression aussi, nous allons en parler, j'imagine. Et les incendies de Taref, Galma et Soughara ont montré encore une fois que ce pays est pour le moins mal géré, du moins sur ces histoires-là, et que nous n'avons pas retenu les leçons de l'année dernière. Donc pas tout à fait l'été apaisé que tu pronostiquais au mois de juillet, au début du mois de juillet. On l'aura bien compris. Il était très apaisé sur le plan personnel. J'ai passé de bonnes vacances. Mais malheureusement, ça a été terni par ce que nous avions vécu. C'est toujours ça de gagner, de pouvoir se reposer et de se ressourcer pendant le mois d'été. Nous, donc pour cette 10e année, 10e saison qu'on démarre, le Café Presse Politique a démarré en janvier 2014 avec la campagne présidentielle et il s'appelait CP. Le deuxième P, c'était présidentiel. Voilà. Et c'était d'ailleurs au début, on a eu à traiter, je crois, dès la première ou la deuxième émission, de la fameuse sortie d'Ahmad Saïdani au sujet de, entre guillemets, Zahir, le général Tawfiq, qu'il avait malmené et on s'attendait, on avait pris les paris, est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas? Le CPP est né tout de suite sous l'égide de la sensation. Hein, voilà. On était servi par l'actualité. Et pour cette 10e édition, pour cette 10e saison qui démarre, on va introduire des modifications, quelques petites modifications, on verra avec le public comment faire développer tout cela. La première d'entre elles, c'est qu'au début de chaque émission, on aura droit à la semaine politique, une sorte d'édito de la semaine grâce au service de Sophia Harris, que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir durant la saison, la semaine politique de Sophia Harris. C'est tout de suite.
Jeudi 15 septembre, une fin d'été mouvementée promet une reprise en force. En national, la sombre histoire de Deglet Nour, doigt de la lumière, et qui a mis à l'ombre notre confrère de Chourouk Belkacem Houem, n'en finit pas d'inquiéter dans le milieu. On parle là d'un confrère issu d'un journal qui jusque-là a été un des privilégiés de la NEP. Donneur d'alerte, liberté d'expression, plus que jamais la presse se débat entre devoir éthique et raison d'État. Entre-temps, la rédaction d'Al Watan annonce une reprise de sa grève à partir de dimanche et Chourouk imprimerait sa une de reprise. Rien ne va plus dans la cour des médias. Dans celle du tourisme, ce n'est pas mieux. Wahran El Behia se voit privé de 4 de ses plus beaux hôtels. Entre autres, ironie du sort, l'hôtel Liberté, l'hôtel où a dîné le président Macron. La fermeture aurait été ordonnée par la Wilaya pour des raisons techniques. Techniquement, cette fermeture vient à l'heure où les Algériens ont offert à leur pays la plus réussie campagne publicitaire pour la promotion du tourisme, et ce via les réseaux sociaux. Une campagne avec un budget de 0 dinar et un capital amour et ingéniosité remarquable, le tout orchestré par les rythmes effrénés de DJ Snake. Et en parlant de Wali et Wilaya, le chef de l'État affiche sa volonté de mettre fin à la frilosité administrative. 16 Walis quittent l'inconfort de leur siège. Il s'agit bien d'inconfort, car entre volonté de relance économique tant attendue, espérée et annoncée, et une peur qui paralyse les commis de l'État suite à une campagne de nettoyage qui a fini par prendre des allures de chasse aux sorcières, une névrose paranoïaque dans les rouages de la machine, une fin d'été en mode thriller. Et pour rester dans le monde du thriller et du suspense, le Jeune Afrique fait état de la probable visite de Mohamed VI pour prendre part éventuellement au sommet de la Ligue arabe qui se tiendra à Alger. Et en parlant de l'international, le feuilleton Europe-Poutine continue. La guerre censée être éclair signe une nouvelle saison. L'armée ukrainienne contre-attaque et gagne du terrain. En Europe, on se félicite et on applaudit. En Russie, des voix se lèvent. Entre-temps, l'énergie manque et les opinions publiques s'agitent. L'arrivée de l'hiver, les cigales seront fort dépourvues. Mais de suite, à toutes les fourmis studieuses et sérieuses du CPP, je souhaite une bonne reprise. Les fourmis et les cigales, personne ne se connaîtra ni dans l'un ni dans l'autre, on va éviter les problèmes. Merci Sophia Harris pour ce premier édito de l'année. On a passé en revue un petit peu ce qui s'est passé d'important du point de vue de la rédaction de Radio M cette semaine en Algérie et dans le monde. On aura retenu dans le monde la contre-offensive ukrainienne. J'espère qu'on aura le temps d'en dire un mot en fin de cette émission. Moi, je voulais vous poser une première question politique, parce qu'on est au Café Presse Politique, et c'est un peu le générique, la question générique sur laquelle nous traiterons de tout le reste de l'actualité, fortement malheureusement dominée par la crise de la presse et les deux exemples de la crise à Al Watan et de cette arrestation, une nouvelle arrestation de notre confrère de Chourouk le montre, le témoigne. Mais le grand thème générique dans lequel je voulais insérer cette émission, c'est celui autour de votre sensation. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que tous les événements qu'on a passés en revue cet été, tout ce qui s'est passé, n'est pas venu conforter le pouvoir de Abdelmadjid Tebboune en tant que président? On sait qu'il est arrivé dans un contexte extrêmement fragilisé lui-même, tout le régime, qu'il a dû composer avec ceux qui l'ont amené. Mais avec cet été 2022, les Jeux méditerranéens réussis, le défilé du 5 juillet, la visite de Macron, le fait que maintenant on parle de l'éventuelle venue du roi Mohamed VI pour le sommet du 1er novembre, le sommet arabe. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le président Tebboune sort plutôt renforcé cet été? Je pense que c'est la confirmation de quelque chose que beaucoup d'analystes ne voulaient pas voir ou n'avaient pas vu venir. Parce qu'à un certain moment, comme dans toute l'histoire du pays, en 1979, les gens pensaient qu'en ramenant Chadli, il allait être juste un figurant, alors qu'il a réussi à s'imposer comme au moins clé de voûte du pouvoir des années plus tard. Abdelaziz Bouteflika, nous avons vu qu'il avait la haute main à partir du deuxième mandat sur toutes les institutions de l'État, y compris sur l'armée. Il n'a peut-être pas, Abdelmadjid Tebboune n'a peut-être pas ce charisme, mais il a réussi à s'imposer comme étant, peut-être pas l'arbitre, mais
je veux dire, on n'a pas pu se passer de la présence d'un chef de l'État à la tête de l'État. Donc, à un certain moment, on a peut-être on l'a laissé faire et il est en train de dérouler son agenda, au moins sur le plan de l'image, sur le plan diplomatique. Il a redoré l'image un peu du système qu'on disait son visage, son chef. Et là, tu viens de dire que le 5 juillet, ce n'était pas non plus, c'était pas un échec, du moins. Les Jeux méditerranéens, c'était à la limite une réussite parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de couacs, pour quoi qu'on dise, et ça s'est fait en quelques jours, même si les jours à venir ou les mois à venir vont révéler des scandales financiers, mais dont il n'est pas directement responsable parce que c'était géré à un bas niveau. Et puis là, à la réconciliation avec la France, et s'il réussit à tenir le sommet arabe dans les délais, parce que ce n'était pas évident il y a quelques semaines. Hein. Moi-même, j'ai été contacté par des Égyptiens pour me dire que c'est bon, les Saoudiens sont en train de vouloir s'aborder la réunion, les Égyptiens sont en train de diffuser des informations selon lesquelles le sommet n'aura pas lieu, mais finalement, tout le monde a quasiment accepté de venir en attendant le roi du Maroc, qui, il faut rappeler qu'il n'a jamais assisté au sommet de la Ligue arabe depuis 2005. Donc s'il vient, ça serait une première et ça sera l'apothéose de la technologie, plutôt de la stratégie mise en place par Majid Tebboune et ceux qui l'entourent. Ou pas, on verra, Voilà. on en parlera. On peut avoir d'autres lectures. Amira, toi qui as clashé plusieurs fois, tout comme moi d'ailleurs, Majid Tebboune, on est dans de beaux draps là, s'il se consolide au son poste. Hein? Qui se consolide, disons qu'il est arrivé effectivement dans des circonstances avec un peuple contestataire, avec le Hirak. Il est venu dans des circonstances assez difficiles pour lui, vraiment difficiles. Et comme il n'avait pas beaucoup de chance, tout de suite après, c'est le Covid qui vient et il ne se passe pratiquement rien pendant 2 ans. Le Covid, il a fait rentrer le Hirak à la maison. On peut dire aussi que sous un certain angle, il avait de la chance. Oui, de ce côté-là, oui, mais il ne s'est pas passé grand-chose aussi il n'a reçu personne pendant ces 2 années-là. Et d'ailleurs, bon, je pense que ça concerne pratiquement tous les pays que ça ne parlait que de ça, que du virus. Lui-même est tombé malade, etc. Il est allé se soigner à l'étranger. Maintenant, bon, est-ce que les Jeux méditerranéens, d'abord, est-ce que c'est une bonne chose pour le président de la République? Je dirais avant tout que c'est une bonne chose pour l'Algérie, pour Oran, et éventuellement pour le tourisme. Et on renvoie pour une fois une image de gaieté, de joie, de sport, au lieu de renvoyer une image de terrorisme. On revient un petit peu de loin par rapport à cette question-là. La visite de Macron, je pense que c'est une visite qui devait avoir lieu plus tôt et elle a été retardée à cause justement de la situation sanitaire. À cause du vocabulaire de Macron, à mon avis, en septembre 2021, quand il a parlé d'un régime militaire qui vit sur la rente mémorielle. Oui. Il y a les élections françaises aussi qui ont retardé l'échéance. L'échéance, et puis bon, il est venu peut-être pour faire quelques courses, Macron, mais les Italiens étaient passés juste avant et ils ont raflé le gaz, donc voilà. Maintenant, est-ce que ça le consolide ? Sincèrement, le lifting qui vient d'avoir lieu par rapport au gouvernement, il avait annoncé depuis le mois d'avril, je pense, qu'il allait y avoir un remaniement ministériel. Mais finalement, c'est pas... Voilà, c'est une montagne qui a accouché d'une souris parce que, bon, d'abord, c'est passé quasiment inaperçu. Je trouve un Premier ministre qui le maintient, alors que, bon, on voit bien qu'il... Donc, c'est passé vraiment inaperçu. C'est uniquement peut-être le ministre qui vient d'être nommé, celui de l'enseignement supérieur. J'ai vu un CV qui est quand même assez intéressant et j'espère. On aurait préféré qu'il ait été nommé un petit peu plus tôt. Tu es RH au gouvernement? Comment tu as vu son CV une fois qu'il a été nommé? Une fois qu'il a été nommé, oui. Tu n'as pas participé au casting? Absolument pas. Absolument pas, sinon il y aurait beaucoup de monde qui serait parti. Il a un CV très lourd, effectivement. Il a un CV intéressant. Ça aurait été bien qu'il soit nommé un petit peu plus tôt pour justement préparer la rentrée universitaire. Là, il a été nommé avec le... Mais à côté de ça... Au bout du rien ne garantit qu'il fera un bon politique. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais c'est mieux que certains clowns
qu'on a pu voir défiler. Ils sont maintenus, ouais. Et certains sont maintenus, exactement. Oui, on pense notamment Parce que au ministre, au ministre du Commerce. Tout à fait. L'ancien ministre de l'enseignement supérieur n'était pas non plus un inconnu, quoi. C'est un universitaire aussi. C'est-à-dire que c'est quand même un recteur d'une université, celle ouais. de Msila, et on en attend beaucoup, même si, tant que l'éducation nationale envoie un produit frelaté à l'université ne peut rien y faire. Alors, quand même, à la fin de cette description, président consolidé ou pas? Il sort plus fort ou pas? Peut mieux faire. Pour être consolidé, il y a encore du travail. On ne parle pas vis-à-vis de l'opinion, hein, que ma question soit claire. Hein. Ce n'est pas vis-à-vis des Algériens. Les Algériens sont ailleurs, ils ont d'autres problèmes. L'inflation, le chômage, Il aurait été... La harga, on est rentré dans la saison, on aurait pu en faire un thème aujourd'hui. Non, le problème, c'est Tebboune versus l'Askar et les autres clans, les influences de l'ancien système, etc. Il était faible. Est-ce que l'été, est-ce que le mois d'août, est-ce que les événements qu'on vient de citer l'ont rendu un peu moins vulnérable? C'était ça la question. Pas par rapport aux Algériens. On n'a pas d'institut de sondage, on ne peut pas mesurer la popularité, on ne sait pas où il est. Donc ça, on n'en parle pas. Mais dans les rapports de force internes, bon, moi, j'ai un peu le sentiment que c'est lui qui est sorti un peu plus renforcé. Sincèrement, ne sachant pas ce qui se passe derrière les rideaux, moi, je dis qu'il vient de tellement loin que oui, il ne pouvait Qu'il soit encore là, c'est un miracle. C'est déjà pas mal. Oui. Voilà. On aura compris. Très bien. Alors là, on va rentrer un peu dans le menu de ce qu'il a fait. On va commencer par ce que tu as évoqué. Est-ce que c'est une surprise qu'il ait quand même maintenu un Premier ministre qui n'imprime pas? On peut retenir la formule, même si il est interdit de faire le bashing des Premiers ministres ici sans parler de leurs supérieurs. C'est trop facile pour les Premiers ministres. Est-ce qu'on peut considérer que c'était l'option du président que de le maintenir et de faire les changements plutôt dans le gouvernement? On sait ce que ça a donné sous Djerad, ça n'a rien donné. Le gouvernement est imprimé aussi très peu, délivré très peu. Est-ce que c'est le choix du président? Est-ce qu'on peut imaginer que c'est son choix de continuer avec le même Premier ministre? Je pense qu'on était habitué à des Premiers ministres quand même, notamment Yahya, qui avait une présence quand même charismatique sur la scène. C'est pour ça qu'on en parle comme ça. Mais les deux Premiers ministres de Abdelmajid Tebboune, c'est beaucoup plus des fonctionnaires qu'autre chose. C'est peut-être que c'est voulu. Même si Ben Abdelrahman parle beaucoup mieux que Djerad, hein, sur le plan au moins du discours. Il a une spécialité, il s'est connu en finance du moins, il était déjà dans les finances. Mais sur le plan politique, effectivement, il y a visiblement un choix de C'est un poste éminemment politique, quand même, le poste de Premier ministre. Bien sûr. La femme, il est en Mauritanie aujourd'hui. On ne sait pas qu'il est, on n'a même pas senti qu'il est là-bas, effectivement. Et on a l'impression qu'il y a un choix de ne pas nommer des personnalités fortes à ce poste-là. Visibles et fortes, oui. Pour qu'elles ne fassent pas, pour ne pas faire de l'ombre. Et ça, c'est le choix du président. Parce que un peu, on a évoqué Macron, on va peut-être le réévoquer encore, un peu comme Macron quand il prend Elisabeth Borne. Tout à fait. En France, il prend des personnes qui ne vont pas lui faire de l'ombre. On n'est plus dans le système du septennat avec des premiers ministres forts, de cohabitation, etc. Qui peuvent même carrément faire face parfois. Et il y a un ministre, par exemple, dans le gouvernement qui peut faire de l'ombre et qui s'équilibre alors que c'est son temps. L'Armamara, par exemple, mais qui est absent, complètement absent, alors que le sommet arabe, vous avez vu que ce sont d'autres ministres qui distribuent les invitations, par exemple, aux cheikhs arabes du Golfe. C'est parce qu'il a les velléités de départ du gouvernement. Je sais que ça s'est présenté plusieurs fois, mais pour l'instant, vous avez vu qu'il est maintenu, donc il ne va pas partir tout de suite. Du moins, il va préparer le sommet arabe, après on verra ce qui va se passer. De toutes les manières, ça ne va pas bien entre lui et Tebboune et probablement d'autres membres du gouvernement. Ça a commencé d'ailleurs sous Djerad, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, changer Ben Abdelrahman pour ramener quelqu'un d'autre, je ne sais pas si c'était une bonne option, mais globalement, ce qui est important, je disais tout à l'heure par rapport au ministre de l'Enseignement supérieur, qu'il n'y a quasiment pas de ministre politique dans ce gouvernement. C'est la promotion d'anciens walis, d'anciens cadres qu'on nomme comme ministres, et puis qui généralement, déjà de par leur carrière, ne peuvent pas aller au-delà de ce que leur a appris l'administration. Donc généralement, il n'y a pas d'initiative, il n'y a aucun qui a une feuille de route, qui a un cap, et il gère du surplace. Sur tous les plans, il n'y a absolument aucune perspective précise pour des secteurs comme l'éducation,
On est à quelques jours de la rentrée, on nous annonce l'anglais alors que le ministre n'était même pas au courant. Ça a été annoncé en conseil des ministres. Et puis il recrute des enseignants, donc il n'y a absolument pas de perspective. On continue de gérer sur place. C'est vrai qu'il y a la crise économique, il ne faut pas la négliger. Il y avait la crise sanitaire qui n'a pas laissé beaucoup de marge de manœuvre, mais en même temps, on s'attendait probablement à des initiatives, mais il n'y en a pas eu sur tous les plans. On reste là à gérer comme gérer Yahya ou Silla avant ou d'autres. On gère du surplace et on va continuer à gérer du surplace. L'enseignement supérieur, est-ce que ce ministre a une feuille de route? Rien du tout. On va parler à l'enseignement supérieur parce que sinon ça nous divirait de l'émission, mais pour continuer à décrypter ce qui s'est passé ce mois d'août, donc remaniement ministériel et jeu de chaises musicales une fois de plus au sein des services de sécurité. Une fois de plus, j'insiste dessus, c'est devenu vraiment fréquent et on n'était pas habitué à cela à l'époque de Chadli ou de Bouteflika. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion selon laquelle, là aussi, le président a plus la main sur l'armée, ou en tous les cas sur les services de sécurité de l'armée, avec cette promotion de Mhanna, enfin, entre guillemets, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une promotion, il était coordinateur à la présidence et surtout à la tête de la direction générale des services extérieurs. Le général Abdelghani Rajdi qui quitte finalement toute fonction. Le général qui était à la tête des services extérieurs qui va s'occuper de nous, hein, donc de l'intérieur. En fait, la DGSI s'occupe c'est la police politique, hein, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Est-ce que dans cette nouvelle opération de Ray Ray, hein, ça ressemble un petit peu à cela, est-ce qu'on peut sentir l'empreinte d'un président qui décide plus qu'avant? Est-ce que c'est lui qui prend ce genre de décision par rapport à la sécurité ou pas? Je n'en sais rien. C'est peut-être, c'est tout simplement l'armée. Peut-être que c'est probablement l'état-major, exactement. On peut rappeler pourquoi, hein, parce que l'état-major, quand le Gaïd a pris le dessus sur Toufiq, le Gaïd a rapidement, c'était la présidence qui avait récupéré les services de sécurité, mais au bout d'un moment, c'est quand même sous la coupe de l'état-major que les services ont été mis. Que les services, voilà. Et on est toujours dans cette configuration? Est-ce qu'on est toujours dans cette Je pense qu'on l'est toujours, mais ce qu'on souhaite, c'est que c'est usant, quoi. À chaque fois qu'on nous informe, on a retiré le général Flynn pour remettre le général Flynn, etc. J'espère qu'avec ces ces dernières nominations, ces services-là vont gagner un peu plus en stabilité, parce qu'on ne renvoie pas une image très stable, ce côté-là. Alors, président plus ou moins consolidé, vous m'avez pas démenti sur ce que j'ai suggéré, mais en même temps, président qui n'est pas serein. Est-ce que le changement de 16 Wali, vous le mettez dans la case d'un président qui se sent plus fort? Pour moi, c'est un non-événement parce que c'est des opérations qui se font chaque année. Et puis, mais 16, une charrette de 16 il y en a eu plus des fois. Il y en a eu plus des fois, parce qu'on ne te dit jamais pourquoi on a dégommé un Wali ou qu'on a nommé un autre. Et vous remarquerez que dans cette opération-là, il y a beaucoup aussi de mouvements de chaises musicales aussi. Un Wali de la droite qu'on a mis quelque part et l'autre qu'on a ramené à la droite. Et vice-versa, le Wali d'Alger qui est par Ablida, celui de Moustagalm, je crois qu'on a ramené à Alger. Donc il y a toujours... Et puis, c'est déjà ce système-là qui pose problème. C'est le fait de garder le même découpage administratif qui a 60 ans, qui est usé, qui a donné ses limites. Qu'on a gardé, donc à mon avis, c'est pas indicateur de quelque chose. Par contre, s'il y a des changements profonds dans les services de sécurité, ça peut être important. Mais nommer quelqu'un pour dégommer l'autre, franchement, je ne vois pas où l'importance du moins les Wali ou les chefs d'aïra ou les Wali délégués. Les indicateurs d'un régime fort, c'est aussi de rester la tête froide sur ce qui s'est passé à Oran. Alors, quelle interprétation vous pouvez faire, en dehors de celle que nous a proposée Sophia Harris, dommageable et préjudiciable pour le tourisme à Oran, 4 hôtels qui sont fermés pour des raisons techniques. Mais il se trouve que, en fait, les 4 hôtels appartiennent à M. Affan, Mohamed, homme d'affaires, qui a reçu le président Macron à dîner. Tu étais présente à ce dîner? Tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Je n'étais présente nulle part. Non, tu n'étais pas. Je n'étais présente nulle part, mais ceci dit, bon, c'est pas... Non, je continue ma question juste rapidement. Oui. On a l'impression que c'est des représailles. C'est pas une impression.
Ce sont des C'est représailles. pas une impression, c'est clair Voilà. que ce sont des Ce représailles. monsieur est aussi celui qui a acheté et restauré la maison familiale de Yves Saint-Laurent. Et donc, on a l'impression qu'il a réussi à construire un agenda parallèle pour le président français durant sa visite à Oran. Et quelque part, ça n'a pas plu à quelqu'un. J'imagine que ce n'est pas juste au Walid d'Oran que ça n'a pas plu. Et j'imagine que c'est dans ce dossier-là, Abdelmajid Donc, Tebboune qui a de sévi. ce côté-là, ça n'a pas vraiment changé par rapport à il y a quelques années. On est toujours j'oublierai jamais dès que M. Gaïtsal commençait à jeter les gens en prison comme ça en vrac, et quelqu'un était sorti avec une pancarte très intéressante. Alors autant il y avait pas mal de gens qui se réjouissaient de voir les gens être jetés en prison, surtout les gens qu'ils appréciaient pas beaucoup, tels que Ouihia, etc. Mais il y a quelqu'un qui est sorti avec une pancarte pour dire là, lil adala al-intiqamiyya. C'est-à-dire que de ce côté-là, ça n'a pas vraiment changé. Je trouve qu'on continue à jeter des gens comme ça en prison sans savoir Et pourquoi. ça, c'est l'empreinte de qui? Ça, c'est... Non, à l'époque, Gaël Salah, c'était lui. Mais ça, c'est l'empreinte d'aujourd'hui. Oui, mais Gaël Salah a ouvert la boîte de Pandore. On trouve aujourd'hui qu'on jette les gens avec une facilité déconcertante en Alors prison. là, ça me permet de vous reprendre. Pardon, est-ce que le monsieur Amira. il n'a pas été mis en prison, le monsieur? Qui ça? Le patron des hôtels. Non, on a eu à fermer les hôtels. Oui, Mais pourquoi un agenda parallèle, puisque l'agenda a été discuté avec la présidence Bon, de la il République semblerait algérienne? que le dîner il a été déplacé à la dernière minute. Non, elle ne veut pas nous en dire plus. Ah, ça, non, je- mais ça va. Attendez. Non, ouais. Je n'en ai... Bien sûr, attendez, hein, c'est du deuxième degré. Hein, Bah, c'est j'espère pas clair. bien. Mais je m'attendais à ce que vous m'évoquiez dans le panel de la situation, du renforcement de la position, ou pas, parce que c'est quand même un débat du président Tebboune, un événement qui peut-être est l'événement le plus signifiant du point de vue politique durant le mois d'août. Ça s'est passé quasiment dans l'anonymat du mois d'août. C'est l'embastillement de Nordine Bedoui, Premier ministre. Pourquoi on met le Premier ministre Nordine Bedoui en prison 2 ans et demi après qu'il ait occupé les fonctions Non, qu'il a un occupées? détail encore plus important, c'est 48 heures avant, on avait annoncé sa mise Sous contrôle judiciaire, et c'est la chambre d'accusation qui a sévi. Ça veut dire que c'était une orientation politique. C'était le cas pour Khaled Drani déjà. Mais l'information... Est-ce que là, on n'a pas, je pose des questions, un peu le tableau de. Tu as bien si tu as. الحكم ولا العداله الانتقاميه. L'intiqamia, est-ce que c'est pas Abdelmajid Tebboune qui est en train de régler ses comptes avec Nordine Bedoui, lequel Nordine Bedoui, semble-t-il, n'était pas convaincu de la candidature de Abdelmajid Tebboune et il aurait soutenu celle de l'ancien ministre de la Culture. Alors, je vais faire dans la conjecture, mais... Moi, je pose des questions. Souvent, des informations que j'ai eues depuis plus de 2 ans, c'est que la détention de Bedoui était prévue depuis longtemps. Oui. Sauf que, comme il y avait 2000 premiers ministres en prison, ils ne voulaient pas donner l'image de tout un système qu'on a mis en prison. Donc il y avait Yahya Islal, si on rajoutait Bedoui, ça donnait une mauvaise image. Donc là, 2 ans après, on l'a mis en prison. C'est la même chose pour Sidi Saïd aussi. L'enquête était ouverte depuis très longtemps et puis là, on l'a mis en prison en mois de mai, je crois, c'est comme ça. Donc Bedoui, c'était la même chose. On annonce sa mise sous contrôle judiciaire et puis le lendemain, on décide que finalement, non, c'est pas suffisant et il faut le mettre en tôle. Donc, il est... Après, ce qui est dérangeant, c'est que toute cette opération-là, depuis ces jours-là, j'ai assisté à beaucoup de ces procès-là. Franchement, je ne suis pas juge, je ne suis pas juriste, mais franchement, ça met mal à l'aise. Quand vous voyez la faiblesse des arguments quand on présente, je fais un petit parallèle lorsqu'on a jugé en France... François Fillon pour une histoire d'emploi fictif. Et pourtant, il s'agit d'une personne, donc lui, sa femme, c'est pas beaucoup. Des emails existent, des preuves existent. On a mis des mois dans l'instruction. On a mis des mois pour le procès. 3 semaines de procès pour une affaire personnelle. Alors que quand il s'agit de chiffres ici chez nous, c'est des chiffres faramineux. Des fois, tu te perds dans la salle d'audience. C'est énorme comme chiffre. On liquide ça en 2 jours. Des fois en 1 heure, en 3 heures. Et puis le juge qui leur dit non, ça c'est bon, il n'y a pas, c'est passé. C'est clair que c'est. Et puis on accuse des gens de corruption. Et puis il lui dit mais ils sont où les preuves de corruption? J'ai pris quoi? J'ai quoi? Non, tu ne parle pas, c'est bon, tu es condamné à la corruption. Donc tu sens qu'il y a une précipitation dans la. Du bâclage. Tout à fait, on a bâclé. Du bâclage, bon, ça veut dire que c'est une justice qui fonctionnait. Pourquoi ça continue alors que sur le plan de l'atmosphère générale, on sait très bien que ça ne met pas en confiance les ministres.
Ça ne met pas en met non confiance le seulement. Premier ministre. Les gens continuent de ne pas vouloir signer. Vous aurez noté qu'on n'a toujours pas réglé le problème le fameux problème de l'importation des véhicules légers et lourds. D'ailleurs, le parc est complètement bloqué. Il y a toujours ce problème d'agrément. Aucun ministre de l'Industrie n'a osé le régler. Les premiers ministres sont en retrait sur plein de dossiers. Ils ne veulent pas s'avancer. Quand on met Nordine Bedoui, qui n'a pas la réputation d'être un wali, un ancien wali véreux ou un ancien ministre véreux, c'est un peu ce qui ressort. Nous, on a défendu Yousfi sur ce plateau. On a dit plusieurs fois que Yousfi était victime et qu'il n'aurait pas dû aller. À son procès, franchement. Absolument, et bon, on a fini par, tant mieux, par l'élargir, mais ça a trop duré. Nordine Bedoui, pourquoi ça continue? Pourquoi on envoie des messages comme ça qui vont paralyser l'administration, hein, qui vont paralyser les... Il ne faut pas compter sur les ministres pour après signer, engager... Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que ça fragilise déjà l'État. On a déjà plusieurs ministres et 3 premiers ministres qui sont 3, je crois, derrière les barreaux. Ça renvoie une image. Enfin, il y en a qui le méritent, hein, pour d'autres raisons. Il y en a peut-être qui le méritent, mais c'était tout un système. Mettre tout ce beau monde en prison et parfois de manière, comme le dit Zerli, comme ça, de manière bâclée, rapidement, sans le temps d'instruction, etc. Ils se retrouvent derrière les barreaux. Je suis mal placée pour défendre ceux qui ont été jetés en prison. J'ai milité tellement longtemps contre certains clowns et contre ceux qui vendent des clowns qui se remplissent les poches. Qui se remplissaient les poches. Bouchouareb, c'est pas un clown. Bouchouareb n'est pas derrière les barreaux, oui, que je sache. Oui, hein. oui. Mais moi, je pensais qu'il y avait une stratégie de récupération de l'argent. Et qu'ils allaient, donnant, récupérer ce qui avait été volé et en contrepartie les libérer. Alors, c'est ce que je pensais. La question qui arrive, voilà, c'est justement celle-là. Est-ce que vous considérez que Abdelmajid Tebboune se sent suffisamment conforté aujourd'hui pour pouvoir, sous la pression de quelques lobbies, faire cette ouverture dont tu viens de parler? Merci, j'aurais pu me faire avancer le menu. Cette loi d'ailleurs, dans la loi, on a prévu une agence pour récupérer les biens acquis, enfin les biens saisis. Il a été élu, entre guillemets, sur cette déclaration. Non, mais la manière de récupérer l'argent, elle était supposée être hostile, c'est-à-dire aller chercher. Mais là, on parle d'accord à l'amiable. L'accord à l'amiable, ça veut dire qu'on va aller voir en prison, si j'ai tout bien compris, quelqu'un comme Ali Haddad, et on va lui demander de faire des sessions à l'étranger, notamment par exemple son hôtel de Barcelone, et puis de rapatrier le fruit de cette session pour pouvoir rembourser, en échange de quoi il devrait y avoir une loi qui réduirait, enfin une disposition qui réduirait sa détention. Oui, moi je pensais que ça allait se passer comme ça. C'est ce qui va arriver. Il y a la loi de finances, c'est prévu dans la loi de finances 2022. C'est écrit noir sur blanc, c'est pas nouveau ça. La mise en œuvre est en cours. Non, la négociation avec les gens qui... Par contre, l'agence dont tu parles, c'est une agence, à mon avis, c'est ce que j'ai compris, qui est chargée... ce cadre. Non, qui est chargée de récupérer ce qui existe ici, qu'on a déjà saisi. Oui, on a saisi... Non, mais ce qui est ici ne pose pas de problème, c'est les biens à l'étranger et les comptes en banque. Non, moi j'ai évoqué les biens étrangers, c'est autre chose. Mais c'est vrai que l'agence, c'est les biens qui sont ici. Tout à fait, qu'on a récupéré et dont beaucoup... de manière illégale parce qu'il n'y a pas de condamnation définitive. Mais il paraît qu'ils ont saisi de manière conservatoire, c'est ce qui suit par exemple en France, hein, toute relation, toute comparaison, toute proportion gardée, pour éviter que les gens qui sont en prison, que les gens sont en procès vendent leurs biens, on les saisit, on les met sous scellé en attendant que le jugement soit fait. Donc s'il est condamné, on les récupère. S'il est acquitté, il récupère ses biens. Mais on s'est rendu compte que par les Tahkout commençait à vendre, enfin la famille Tahkout commençait à vendre certaines villas et certains biens. Pour ça, apparemment... Non, mais récupérer l'argent, enfin, on ne nous montre pas 4 ou 5 bagnoles de luxe en nous disant, voilà, ils ça, sont... soi-disant, c'est ce qui a été dissimulé. Par contre... C'est pas ça, le Par contre, on a saisi... Non, ils ont saisi, par exemple, les hôtels d'Ali Haddad, d'Azfour, par exemple, des villas, ils ont chassé. Moi, j'étais présent au procès lorsqu'elle a pleuré parce qu'on a sorti sa femme avec un pyjama, sa mère sur un fauteuil roulant, parce qu'ils sont arrivés un matin, samedi matin, avec un procureur. Non, aller aussi dans l'excès de zèle est condamnable. Les deux, hein? Aller dans l'excès de zèle est condamnable, récupérer des biens qui appartiennent aux ancêtres et qui n'ont rien à voir, ça aussi c'est condamnable. C'est des mises sous séquestre, parce que le procès, les condamnations ne sont pas définitives. Par contre, les avocats de Sellal, par exemple, ils ont dénoncé le fait que
même les condamnations ne sont pas encore définitives. On a mis sous scellé ses villas, par exemple, sa maison à Sidi Frege, par exemple, ainsi de suite. Donc, mais à l'étranger, ça suppose des négociations avec les pays concernés. Même si Haddad, par exemple, décidait de restituer l'hôtel de Barcelone. Mais comment les autorités espagnoles pourront rapatrier comme ça 60 millions d'euros, comme ça, donner à l'eux? C'est pas évident. À part s'il y a des négociations politiques en contrepartie du retour de l'ambassadeur. Par exemple, je le dis comme ça, je ne sais pas, ça peut faire l'objet de négociations. Mais je faire signer Haddad des papiers. Mais ça ne lui appartient pas à 100%. Il y a le trésor espagnol qui rentre en jeu, il y a les impôts espagnols qui rentrent en jeu. C'est valable pour la France, c'est valable pour d'autres pays, donc ce n'est pas forcément facile. C'est comme si quelqu'un perd un procès. On est dans le cas Abramovich. Chelsea, il a vendu pour 5 milliards de dollars le club de Chelsea. Il l'a vendu. Mais c'est pas parti ailleurs. Non, mais l'argent, c'est lui qui l'a récupéré. Et Oui. il peut le ramener où il veut. Mais est-ce qu'Al-Haddad est propriétaire à 100% de Oui, non, mais je ne sais pas. À hauteur de ce dont il est propriétaire, il peut. Il peut le Ça veut dire que c'est rapatrier. lui-même qui va Ah oui, rapatrier. absolument, oui, bien sûr, c'est ça. Mais c'est ça le deal. Ouais, ça c'est ça. C'est possible. ça Non, le c'est deal. ça. Mais ça, À quoi Abdelaziz nous sert Boulahbi- Haddad À quoi nous sert Haddad derrière les barreaux si on ne récupère Tout pas à fait, l'argent? Tout à fait, tu as raison. Ouais, tout à fait. Très bien, alors on va continuer de défiler, de débriefer l'été 2022 et ce qui s'y est passé. On avait beaucoup parlé depuis le début de l'été, dans la perspective du 5 juillet, de cette fameuse opération qui ne ressemblait finalement à rien, de l'Mchiml. Et d'ailleurs, quelques voix se sont élevées pour dire que ce qui a gêné une amnistie générale, parce qu'on a beaucoup parlé d'une amnistie générale, de libérer tous les détenus d'opinion, on va finir par parler des détenus politiques dans le café presse politique. C'est impossible de faire autrement. Mais que des lobbies avaient dit il faut mettre dans le package les détenus, ça va, les détenus qui met ce qu'on appelle Isaba, etc. Et qu'une vraie opération d'amnistie, le Mchiml, etc., ce serait de les libérer. Et des voix. Les opinions sont quand même plus prioritaires que les escrocs, les corrompus et les voleurs. Je suis en train juste de rapporter ce qui s'est passé. Et cela aurait donné l'occasion, ça aurait provoqué des blocages qui font que, à la fin de l'été, en fait, il n'y a pas eu de vraie opération d'amnistie. Il y a eu des libérations au compte-gouttes, d'ailleurs passant souvent par des procès qui ont été accélérés, etc. Et on se retrouve toujours avec un solde proche des 300 détenus d'opinion à la fin de l'été, qui était supposé être l'été du retour à la normale, 60e anniversaire de l'indépendance. Pire encore, nous sommes le jeudi 15 septembre, et depuis hier, mercredi, il y a des grévistes de la faim dans plusieurs prisons en Algérie qui ont engagé une grève de la faim pour alerter sur la situation des prisonniers de Hirak, des prisonniers à qui qu'on a mis sous le coup du 87 bis, des prisonniers qui espéraient la visite du rapporteur spécial des Nations Unies qui aurait peut-être traité de leur sujet et qui ont décidé donc d'entrer dans une grève de la faim. À cela s'ajoute évidemment l'arrestation tout à fait choquante de notre confrère Abdelkassem Houyem de Chourouk, pour un article rapporté une enquête sur les exportations des dates et sur donc plainte de M. Rezik, ministre du Commerce, et qui est toujours en détention. On espérait qu'il soit libéré élargi hier parce qu'il a été réécouté sur le fond par le juge d'instruction. Ça ne s'est pas fait. Ses avocats ont probablement demandé une liberté provisoire à cette occasion. Ça ne s'est toujours pas fait. Ma question, Amira, Ali, beaucoup de choses ont peut-être bougé durant l'été. On a évoqué les évolutions, entre guillemets, éventuellement positives. Mais sur le fond, le pouvoir de Abdelmajid Tebboune s'assoit toujours sur la répression. Ah oui. Moi, j'écrivais parce qu'on m'avait posé la question comment est l'Algérie sous Tebboune? Bon, sur la question économique par rapport au pillage qu'il pouvait y avoir de l'étranger, parce que bon, c'est vrai que Bouteflika avait ouvert toutes les vannes et après, une fois qu'il est tombé malade, c'était carrément la débandade. De ce côté-là, ça va un petit peu mieux, mais en interne, c'est juste. Lui-même fait un déni qu'il y ait des détenus d'opinion. Il a dit qu'il n'y en avait pas, alors que ce sont des centaines de jeunes, Pourquoi les garder en prison? Est-ce que c'est pour dissuader éventuellement d'autres militants Il l'a dit dans le dernier point de presse, il l'a dit. Il a dit, il y en a qui les fermont ou qui les mazama fermouche. Et quand tu utilises ce langage, c'est celui de la dissuasion. Oui, le recours à la répression. Hein. Oui, le recours à la répression, mais libérer ces détenus ne va pas faire sortir le peuple en masse dans les rues.
Leur libération ne va pas aboutir à cela, alors que leurs familles les attendent. Et il y a, oui, un sentiment de culpabilité pour nous autres militants à l'extérieur. Bien sûr qu'il y a un sentiment de culpabilité parce que ce sont des innocents en prison. Pourquoi est-ce que en plus on ne sait même pas si eux sont inclus dans ce Lemchamel, si les innocents... Il a répondu à la question lors de la dernière interview en disant qu'il ne faut pas vous attendre à autre chose. Alors, continuez après. C'est-à-dire que finalement, ça se confirme. Gaïd Salah a banalisé cette manière de jeter très facilement des gens en prison, et l'histoire du journaliste de Choroq vient confirmer que ça n'a pas changé. Comment ça se fait que dans la Constitution, il est interdit de jeter un journaliste en prison pour ses écrits. Les écrits d'Yelou, il y a le droit de réponse de la cellule de communication du ministère en question. Je réponds sur la même page, avec le même nombre de mots. Gaël, voilà, on vient apporter un rectificatif. Et le journaliste, pourquoi on le jette en prison? Et puis c'est pas la première fois qu'on nous renvoie Degletnor. Le Canada nous l'a renvoyé en 2018. Des fraises l'année passée. Et quelqu'un l'a écrit, etc. Au lieu d'ouvrir le débat, il y a des doutes par rapport à nos dates, au lieu d'ouvrir le débat, il est où le problème? C'est probablement les produits qu'on utilise, et à ce moment-là, il y a à boire et à manger sur cette question-là. Mais jeter un journaliste en prison, ça rappelle des jours sombres. Même Bouteflika n'a pas fait ça. Je suis témoin que pendant Bouteflika, on a écrit parfois des énormités. Ah oui, Bouteflika n'a pas fait ça. Jamais jamais il n'y a eu d'appel téléphonique. Mais là, cette fois-ci, par exemple, des journalistes témoignent qu'ils ont été appelés pour des articles, parfois sur la voirie. Ah, c'est le projet du président, tu ne touches pas. Le journaliste d'une chaîne de télévision a été appelé par une autorité officielle pour leur dire non, il ne faut plus parler de ces histoires-là, c'est le projet du président. Comme l'année passée, on avait interdit aux journalistes. Je vais vous dire une information cocasse. Emmanuel Macron est venu le 25 août. Le monde entier savait qu'Emmanuel Macron allait venir le 25 août. Mais les médias officiels, parce que je ne parle jamais des médias publics, moi, et les chaînes de télévision qui tournent autour, n'ont jamais donné cette information. Le 24, on parlait encore d'une visite prochaine d'Emmanuel Macron. Vous savez pourquoi? Parce que depuis Mohamed Saïd, on leur a interdit de donner une information, même si vous voyez de vos propres yeux, sans qu'il y ait un communiqué de la présidence de la République. J'étais présent dans une chaîne de télévision lorsque Abdelkader Bengrina a rendu public les photos de sa rencontre avec Tebboune. Donc c'est devenu une information officielle. Mais la présidence a appelé, ne donnez pas sans qu'on donne. C'est grave, c'est terrible. On a l'impression que l'information est vérifiée, le type il a sa photo. On a l'impression qu'on gère ce pays comme on gère une gargote en fait. Et le média, c'est le sel de la cité. Le média, c'est. On en est là aujourd'hui. On en est là. C'est pour ça que des journalistes comme on renvoie une très mauvaise image du pays. Sont tombés en prison gratuitement. On a commencé par Karesh. Même si Karesh, ils ont trouvé l'astuce en lui reprochant d'avoir publié ça sur une page Facebook. C'était ça le procès. Au début, c'était ça le reproche. Mais le juge a été incapable de poser des questions. Et Mohamed Mouloud fait bientôt une année. Oh oui. Il était en prison lorsqu'il y a eu la rentrée scolaire, je m'en souviens. Oh, ses enfants sont rentrés à l'école alors qu'il était déjà en prison. C'était le 12 septembre. Le 12 septembre. Et là, il clôture une année en prison. Les chefs d'accusation. Et lui, c'est des chefs d'accusation liés, soi-disant, au MAC et puis aux incendies. Par rapport aux incendies. Mais comme on le disait tout à l'heure, les incendies qui ont eu lieu cette année encore et dans tout le pourtour méditerranéen disculpent ces accusations. Mais bien sûr, mais l'année passée, on se souvient aussi qu'il y avait un couple de journalistes de la radio de Tarf, comme par hasard, qui ont été arrêtés, congédiés parce qu'ils avaient parlé de la crise de l'oxygène. Je ne sais pas s'ils ont été réintégrés, mais en tout cas, ils étaient suspendus à un certain moment. Ils ont été interdits d'antenne parce qu'ils avaient parlé de ça. Donc, mais j'ai l'impression qu'ils ne savent pas gérer le pays autrement que par la répression, parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. Et lors de la dernière interview, si vous vous rappelez, il avait parlé à 2 reprises, au moins 3.
Il avait dit qu'à chaque fois qu'on a fait un geste, les gens nous prennent pour des faibles. Eh ben c'est fini. Voilà à peu près son langage. Donc la Mais libération. il conforte tout simplement l'idée que Bien sûr. malgré la déchéance de l'État sous Bouteflika, c'était beaucoup mieux que Sur sous beaucoup de Tebboune sujets, sur ce plan-là, Ouais, du ouais. moins. Oui, bien sûr, non, mais parce que Il Après, tu nous diras sur quel plan c'est mieux maintenant. La corruption, peut-être il y en a moins. Euh, c'est pas- je On ne peut pas le savoir parce que la presse ne peut pas faire son Tout à travail. fait, c'est ça la le preuve, problème, le drame. La preuve, cette affaire avec, En quoi c'est avec, mieux avec le ZIG, le ministre du Commerce, qui dépose plainte et qui arrive à embastiller en 12 heures chrono un journaliste, ouais. Ça, c'est inadmissible. je ne sais pas encore les chefs d'inculpation, mais j'ai lu quelque part qu'on lui a collé une histoire de. On lui a fait appliquer la loi sur la concurrence, je crois, où il y a un article qui parle de Nashar Manshurat, min sha'niha al-masas bi quelque chose comme ça. Il y a un المساس article- بمسال مصلحة Et البلاد. c'est à chaque fois ce qu'on appelle, et puis pour mettre un bémol sur cette histoire de liberté de la presse, les gens doivent savoir que depuis quelques mois, on n'applique plus la Constitution ou le Code d'information. Mais on applique systématiquement le Code pénal, y compris sur des journalistes, y compris sur des Et questions surtout que qui sur sont pas cette question, politiques, hein. Absolument, et surtout que absolument. sur cette question de Deglet Nord, ça aurait dû, au contraire, vous auriez dû, on aurait dû avoir sur le plateau des gens qui sont spécialistes en agronomie et qui nous disent pourquoi est-ce que le taux utilisé des produits et des pesticides sont trop élevés et ça pousse des pays européens à nous renvoyer notre marchandise Oh, oui, tout à parce que les risques sanitaires, c'est des risques qui vont s'appliquer à nous. Oh, oui. Ça aurait dû ouvrir ce genre de débat. C'est pas trop tard. Ouais. On doit le voir. À cette occasion, je rappelle que la rédaction de Shourouk a organisé une Waqfa Ihtijajiyya hier. Je crois que le journal auquel on aussi a été participé. suspendu. Nos collègues nous ont... Non, il est revenu au kiosque aujourd'hui. Ah, d'accord. Nous sommes revenus, nous avons participé, on a essayé de couvrir, mais on doit dire qu'on a un sentiment de vraiment, on a ressenti un sentiment de peur. Les responsables du journal se sont un peu cachés derrière le communiqué du premier jour pour dire que nous faisons confiance à la justice, etc. Et ne pas aller au-delà. Voilà. On n'a pas le sentiment qu'il y ait une grande compatibilité, malheureusement. On a perdu l'habitude de ce type de combat. Il y aura un autre rassemblement mercredi prochain si le journaliste, notre J'espère confrère, qu'il n'est sera pas libéré. libéré d'ici S'il n'est là, pas libéré d'ici là. Il Et faut vous imaginez l'impact aussi que ça a sur ses confrères. Ça va pousser à la peur, à faire attention à chaque fois qu'on prend son stylo. Voilà, c'est triste pour la presse Je voulais algérienne. juste préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent même ailleurs ça se passe, je vais donner un comparatif, parce qu'on compare toujours à la France. Ah, mais vous nous comparez souvent à la France, vous. À l'été 2020, le Parisien avait révélé le contenu d'un échange SMS entre le président Macron et le Premier ministre australien sur la question très sensible des sous-marins nucléaires. Alors si c'était ici, bien sûr qu'on va embastiller le journaliste. Ah tout de non, suite. on va le mettre dans un sous-marin. Eh ben, la forcer le présidence sous-marin. française avait fait un communiqué pour dénoncer, non pas le journaliste, mais le Premier ministre australien qui ne devait pas révéler ça parce que c'était un secret entre deux chefs d'État. Il a dit c'est pas comme ça qu'on conçoit les relations internationales. C'était le début mais de... jamais on avait incriminé le journaliste qui n'a fait que son travail. Parce qu'il avait une info, il l'a révélé, c'est aussi simple que ça. On approche de la fin de cette émission. On va quand même évoquer le cas de l'Ouatan. Est-ce que vous avez le sentiment que nous avons lu ou nous avons eu entre les mains aujourd'hui le dernier numéro de l'Ouatan? J'espère que non, bien sûr, mais on a quand même le sentiment que les choses s'engagent très mal. Je rappelle, la rédaction a décidé de reconduire le mot d'ordre de grève après que le mois prévu s'est écoulé, le mois qui était dans la reprise, qui était prévu dans la reprise. Si au bout d'un mois, nous ne touchons pas nos salaires, nous nous remettons en grève. Les journalistes, la rédaction, les salariés de l'Ouatan n'ont pas touché leur salaire et se sont remis en grève. Alors, je commence par l'information. C'est que les gens qui n'ont pas suivi doivent savoir que les journalistes de l'Ouatan n'ont pas touché de salaire depuis le mois de mars, les travailleurs, tous les travailleurs d'ailleurs, depuis le mois de mars dernier. Malgré ça, ils ont travaillé, ils ont donné ce qu'ils pouvaient. La raison principale est que les impôts et la banque qui devait de l'argent, qui réclamait de l'argent à l'Ouatan ont bloqué les comptes de l'entreprise. Donc, aucune opération commerciale n'est possible. Une action est en justice depuis le mois de juillet, elle devait être en référé, mais elle est reportée de semaine en semaine, donc elle va passer le 15, le dimanche. 18. Donc ce dimanche,
elle consiste à demander à la banque de débloquer les montants des salaires dus des travailleurs. Parce qu'il faut savoir que l'argent rentre, parce qu'il y a un peu de publicité quand même. Le journal se vend correctement, mieux que la majorité des journaux qui sont financés par l'ANEP. Il est très bien vendu même par rapport à ce qui est sur la scène. Il se trouve que les travailleurs sont impatients, donc ils ont décidé de reconduire la grève à partir de demain. Moi, mon sentiment est que les dés sont jetés. Il y a une volonté de tuer définitivement ce journal, comme on l'a fait pour Liberté. Mais au lieu de le faire directement pour ne pas hérisser les poils des défenseurs des droits de l'homme, on fait en sorte que ce soit une mort économique. Ça fait 3 ans qu'Abar Belhaïmen parle de la mort de la presse écrite, alors qu'il y en a des exemples de par le monde qui disent le contraire, que quand vous avez un bon produit, il a encore de l'avenir devant lui, il peut encore vivre, à condition de fermer 180 journaux qui ne se vendent même pas, qui ne sortent même pas des imprimeries et qui sont financés par l'argent public. Donc je pense qu'il y a une volonté d'étouffer ce journal et de ne pas le laisser, d'autant plus qu'hier, il a donné une information qui peut malheureusement le gêner. Sur d'autres temps, ça aurait été une information banale, mais sur les conditions que les autorités actuelles imposent, ça deviendrait un problème encore. Le journal a révélé que, contrairement à ce qu'espéraient les autorités qui voulaient créer une ligne maritime Alger-Dakar, un bateau est bloqué au port d'Alger avec la marchande des Algériens qui devait être exportée en Mauritanie et au Sénégal depuis rendez-vous au compte 2 mois pour une histoire de pièces de rechange à cause de la bureaucratie qui n'a pas été levée. Donc, une histoire comme ça, ça peut vous mener en prison ou à la fermeture du journal. Donc, je pense que je ne suis pas très optimiste, sérieusement, et pourtant, je suis optimiste. Et là aussi, on peut parler du modèle économique de Watan, de la difficulté de la presse papier, etc. Mais il y a un contentieux, je complète l'information d'Ali, il y a un contentieux sur une dette fiscale, notamment la taxe sur les invendus. Oh ouais. Il y a un contentieux qui peut être réglé. Les contentieux sont faits pour être réglés. Il faut juste préciser, pardon, que le Watan a des actifs, a oui. encore beaucoup d'actifs, Oui, donc c'est il pour peut ça, faire face à ses dettes. C'est pour ça qu'on ne veut pas croire à ça. Et la disposition qui permet un rééchelonnement de la dette fiscale jusqu'à 60 mois, depuis le Covid, a été donc octroyée à l'Ouatan. Et le fonctionnaire des services des impôts qui a octroyé cette disposition tout à fait légale a été relevé immédiatement de ses fonctions pour l'avoir fait. Et donc on sent, relevé, muté, on sent là aussi une intervention politique pour essayer de mettre l'Ouatan la tête sous l'eau. Il y a une volonté de faire taire l'Ouatan, qui pour moi représente l'un des médias les plus sérieux et les plus professionnels d'Algérie. Et puis bon, moi je fais partie de la génération qui a grandi avec ce journal. Je l'ai acheté le matin avec le pain pour mon père, quoi. C'est un journal qui représente beaucoup, où déjà en 2014, lorsque le Watan s'était opposé dans sa ligne éditoriale au 4e mandat, les problèmes avaient déjà commencé pour le Watan. Et je ne comprends pas pourquoi certains journaux bénéficient de l'ANEP et de l'aide de l'État et pas le Watan. Ça, je ne peux pas le comprendre. C'est-à-dire que, et malgré ça, le Watan est resté quand même solide, même s'ils ont fait des pressions sur les hommes d'affaires qui mettaient de la publicité même sur le. C'est-à-dire que c'était un comportement vil, un comportement de vouloir détruire l'un des médias. Au contraire, ce sont des journalistes de grand nom, des journalistes professionnels, et c'est un nom, le Watan, c'est une ligne éditoriale qui a résisté pendant la décennie au terrorisme, et aujourd'hui, vouloir l'assassiner, c'est un acte terroriste. Est-ce que vous n'avez pas quand même le sentiment, l'un et l'autre, que la solidarité autour de l'Ouatan, notamment dans les classes moyennes, chez les gens qui étaient biberonnés à l'Ouatan, elle est faible. C'est vrai que on a le sentiment, bon, on s'était dit le mois d'août, bon, c'est le mois d'août, c'est un peu spécial. La grève est tombée au mauvais moment, mais aujourd'hui, il devrait y avoir un élan de solidarité autour de l'Ouatan. Le soutien à la solidarité devrait commencer par le syndicat des journalistes. Il n'est pas très présent, on ne l'entend pas beaucoup. Il n'existe pas. Voilà, il est déjà parce que c'est autour de ce syndicat que les citoyens lambda vont soutenir ce média-là. C'est vrai qu'on ne sent pas. Peut-être que le Watan, son erreur, c'est de ne pas avoir diversifié linguistiquement l'information. Il est resté strictement francophone.
Et c'est vrai que ce sont les francophones qui devraient aussi On n'a pas de 6 meilleures nouvelles pour le Khabar, qui a fait un changement d'orientation de la ligne éditoriale, mais qui, sur le plan financier, ne se porte pas mieux. Si Watan meurt, vous savez que... Si Watan meurt, le Khabar va suivre dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Mois, Et là, nous n'aurons plus... Vous savez, quand vous parlez aux Algériens installés en Algérie, vivant en Algérie, ou les Algériens d'ailleurs, ils disent on ne sait plus où nous informer. Oui. Ouais, Avant, nous avions El Watan, nous avions des noms et on savait que quand on lisait une information, c'était une information juste et crédible. Aujourd'hui, le soir d'Algérie, je trouve qu'il a plus les pages de publicité augmentent, plus l'information crédible se rétrécit. Il se concentre ces jours-ci sur le Maroc et sur d'autres problèmes. Et ce que je veux dire aussi, c'est que tout comme liberté, il y a quelque chose qui n'existe pas ailleurs chez le Watan. C'est la diversité des opinions. Il y a des opinions, il y a par exemple des contributions qui sont publiques, qui ne partagent pas les actionnaires ou les journalistes. Mais comme ils expriment des opinions, à part les terroristes, le reste, tout le monde s'exprime. Je suis témoin, j'ai travaillé pendant 4 ans. Et tout le monde avait le droit de s'exprimer, y compris des gens qui nous critiquaient. Un vrai journal. Oui, mais malheureusement, Et on donne de la publicité à des médias. C'est devenu un emblème. On donne de la publicité et on soutient financièrement des médias qui vous parlent d'un homme qui a épousé 2 femmes, de Rahmat Rabbi Doualida ou Sakar, de Hadak Lil, Hadak Raqi ou Hadak je sais pas quoi. Et on ne soutient pas le Watan. C'est une honte pour l'Algérie. C'est une honte. Amira Bounaoui, merci. On termine avec cette sentence. Effectivement, c'est une honte pour l'Algérie. Merci beaucoup, Ali Boukhellef. Merci à nos amis. Merci. On a parlé un peu de nos problèmes en début d'émission. On en parlera la fois d'après. On n'a pas pu égrener tout ce qu'on avait envisagé d'évoquer, mais je pense qu'on a assez fait le tour de l'actualité de cette fin d'été. On va vous souhaiter un bon week-end. Vous pouvez toujours suivre nos contenus sur les différentes plateformes informatives, radio-m.net et maghrebemergent.net pour l'information économique. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci encore une fois. Et à très bientôt. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter.